bien, Yorana, et puis merci de m'accueillir ici pour me donner l'occasion de parler un peu d'éducation à la fraternité. J'entre sans matière, j'entre sans introduction en matière pour présenter une réflexion et le résultat d'une recherche qui est liée à une thèse soutenue en sciences et d'éducation à l'ESP du Mans en décembre 2020 sous la direction d'Edwige ici présente et qui s'intitulait, donc, comme vous le voyez, éducation à la fraternité par la pratique de la philosophie avec les enfants à l'école, en primaire et en collège principalement. Si je donnais un sous-titre un petit peu révérencieux, j'ajouterais comment ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vous propose ça comme fil rouge dans le champ de l'éducation à la citoyenneté. Je voudrais d'abord revenir peut-être sur les enjeux et la problématique de cette recherche pour souligner que sur un sujet aussi sensible en France, en tout cas que celui de l'éducation à la citoyenneté, une des exigences est de définir le plus précisément possible les concepts et les problèmes pour essayer de passer des simples déclarations d'intention à la mise en œuvre, quoi. Et la fraternité, elle est les autres valeurs de la République, l'objet d'une commande éducative institutionnelle très, très forte, récurrente. Si on songe au programme d'enseignement moral et civique qu'Edwige a évoqué tout à l'heure depuis 2015, programme qui, je le rappelle, vise, je cite, à transmettre et faire partager les valeurs de la République. Mais évidemment, cette explicitation des enjeux, des concepts et puis surtout la mise en œuvre pédagogique d'une telle ambition, elle devait, me semble-t-il, être clarifiée pour échapper à l'incantation, l'injonction, par l'instrumentalisation politique qui est toujours susceptible de guetter l'éducation à la citoyenneté. La fraternité, comme toutes les autres valeurs d'ailleurs, l'adhésion à quand elle est souhaitée, la fraternité elle ne se décrète pas. Plus peut-on peut-être ce que j'appelle la secréter, c'est-à-dire essayer de réunir les conditions de possibilité de son émergence, de sorte que la question devient à ce moment celle-ci, comment susciter une adhésion auprès des élèves et de préférence une adhésion problématique à ce que l'on peut appeler les valeurs de la République. Et c'est ce que j'appelle comment ne pas jeter le bébé de l'eau du bain, ou le bébé de l'éducation à la citoyenneté avec le bain d'une instrumentalisation parfois antidémocratique, qui est peut-être éventuellement susceptible de faire, comme le disait le philosophe norvégien, la guerre aux pauvres. Je m'appuie sur un rapport de 2013 qu'on voit un peu en bas ici, qui s'intitulait « Pour un enseignement laïque de la morale », qui avait précédé la mise en service du programme d'enseignement moral et civique en 2015 et qui rappelait que le pari de l'éducation à la citoyenneté, il ne pouvait être gagné qu'à condition de mettre en œuvre les dispositifs éducatifs, pédagogiques, capables de cultiver ce qu'il appelait la triple dimension des valeurs. La dimension intellectuelle, ça suppose évidemment de questionner avec les élèves le sens de ces grandes idées, de ces gros concepts là, dont ils trouvent très vite qu'ils sont très fortement chargés affectivement, la liberté. Donc, interroger la dimension intellectuelle des valeurs, mais aussi cultiver la dimension psycho-affective de ces valeurs, les faire éprouver aux élèves, et puis peut-être encore mieux la dimension conative de ces valeurs. Faire vivre aux élèves les valeurs en acte plutôt que de leur renseigner. C'est ce que j'appelle faire valoir sans prescrire. Parce que c'est sans doute la seule façon, effectivement, de rendre ces valeurs désirables et de susciter peut-être une adhésion à celles-ci. Donc, si j'en viens un peu au questionnement initial de cette recherche, il était le suivant. Est-ce que la discussion à visée philosophique est-ce que la pratique de la philosophie à l'école, telle qu'Edwige en a parlé précisément, est-ce que ça ne serait pas un dispositif pédagogique qui cultive précisément cette triple dimension des valeurs, et notamment la dimension conative, faire vivre en acte aux élèves les valeurs. Et mon travail s'est focalisé notamment sur la notion de fraternité pour demander, est-ce que la pratique régulière de la discussion à visée philosophique ne convoque pas chez les acteurs des dispositions ou des qualités éthiques, civiques, qui contribueraient à une éducation en acte à la fraternité. Et avant de montrer quelques éléments empiriques de l'enquête de terrain que j'ai menée, je voudrais rappeler peut-être l'exigence préalable qui a commandé la méthodologie et puis le plan finalement de cette recherche, dont une première partie était consacrée à l'analyse, je l'ai dit tout à l'heure, théorique des concepts et des problèmes de la fraternité,
seconde partie envisageait, elle, d'interroger les conditions institutionnelles et pédagogiques d'une éducation à la fraternité et puis présenter ensuite l'enquête de terrain. Alors pourquoi cette première partie était si importante à mes yeux? Bien parce que pour espérer aboutir à une évaluation du dispositif de la discussion à visée philosophique du point de vue d'une éducation à la fraternité, il fallait d'abord circonscrire le sens de cette notion à géométrie variable et puis en caractériser un petit peu les différentes figures, autrement dit, de quoi parle-t-on quand on parle de fraternité. Et vous le savez, la fraternité, c'est une très ancienne notion. Elle n'a pas attendu en France la Révolution française pour pouvoir apparaître dans notre vocabulaire. Elle renvoie d'abord à un lien biologique, familial, qui désigne la relation horizontale qui unit des frères ou des sœurs de sang sous une relation verticale d'une même filiation. Et c'est dans un second temps, disons par extension métaphorique et dans un sens plus large que la fraternité en est venue à désigner alors à la fois un lien, un sentiment, un idéal, une valeur et même un principe constitutionnel, puisqu'il est présent dans la devise de la République et par là même dans la Constitution française, et qu'on peut donc l'invoquer du point de vue du droit en tant que principe. Et si on définit, ou si on essaie de définir la fraternité comme ce lien affectif, ce sentiment qui unit des humains qui se reconnaissent comme frères ou sœurs parce qu'ils partagent, disons, la même identité, le même idéal, voire les mêmes combats, eh bien, la fraternité, elle s'éprouve dans des expériences que l'on peut diviser en deux grandes catégories. Il y a ce que j'appelle les expériences de la fraternité humaniste et les expériences de ce que j'appelle les fraternités communautaires. Par expérience de la fraternité humaniste, on entend des expériences plutôt individuelles et éthiques, dont on peut voir ici les différentes occurrences philosophiques, sociologiques, psychologiques les plus connues. La solidarité, l'hospitalité, la tolérance, le tact, la vulnérabilité, le face-à-face des visages dont parlait le philosophe Lévinas, le respect de la dignité, l'empathie, dans ces acceptions plus anciennes, la pitié, la compassion, je ne rentre pas dans ce détail-là. Et puis, par des expériences de la fraternité communautaire, on entend ici des expériences plutôt collectives, plutôt identitaires, qui renvoient à la dimension sociale et politique du sentiment d'appartenance à un groupe d'humains qui se reconnaissent comme membres de la même famille, à partir de certains critères dont on voit différentes illustrations ici, qui peuvent être ethniques, culturels, religieux, idéologiques, communistes, sociaux, les castes, en Inde par exemple, voire professionnels si on songe aux frères de la côte, aux confréries de métier, ou d'autres encore aujourd'hui. L'objectif maintenant de l'enquête de terrain dont je voulais vous parler, c'était d'aller justement identifier dans le dispositif de la discussion à visée philosophique ces expériences de la fraternité et éventuellement les dispositions éthiques et civiques que ces expériences convoquent chez les participants par la pratique de la philosophie. Et dans le dispositif de ce qu'on appelle une discussion à visée philosophique ou d'une communauté de recherche philosophique ou d'une discussion à visée démocratique et philosophique selon les différentes formes qu'elle peut prendre, cette pratique. Le terrain de la recherche que j'ai mené, pour le dire rapidement, consistait en un suivi des ateliers philosophiques menés d'abord tout au long d'une année scolaire par une animatrice experte, Johanna Hauken, auprès des élèves d'une classe de CM2 à Romainville, en Seine-Saint-Denis, dans la région parisienne, dans un territoire situé en REP+. Et puis, autre terrain, le suivi entre 2018 et 2020 d'une soixantaine d'enseignants qui ont été formés à la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents dans le cadre du programme franco-québécois qui est développé dans l'Académie de Versailles et qui a concerné donc environ 1200 élèves. Et je précise que la volonté d'identifier les différentes formes d'expérience de la fraternité qu'on a rapidement aperçues là, les expériences de la fraternité humaniste, des expériences de fraternité communautaire, la volonté donc d'identifier les différentes formes d'expérience de la fraternité et les dispositions éthiques et civiques là que j'évoque et qui seraient convoquées par ce dispositif, eh bien, ça supposait l'élaboration de marqueurs pour permettre effectivement de repérer
dans le dispositif ces expériences. Je présente ici les marqueurs observables chez les élèves, plutôt dans le cadre et la structure d'une discussion à visée philosophique, l'hospitalité, le face-à-face des visages que j'évoquais, l'écoute, le respect, mais aussi des marqueurs plus proprement liés à la dimension philosophique, on va le voir, l'estime de soi, la vulnérabilité, la solidarité, l'empathie cognitive, notamment par le marqueur du dialogisme, je vais y revenir, la tolérance, la connaissance de soi et d'autrui, la socialisation, et puis enfin des marqueurs liés au sentiment d'appartenance à la communauté des humains, sentiment d'appartenance à la communauté des petits philosophes en herbe, ou des grands philosophes, comme vous voulez, lorsqu'on se livre à cette pratique. Du point de vue de la méthodologie, cette recherche qualitative et compréhensive, elle avait fait le choix d'une méthode essentiellement inductive à base d'une approche par triangulation. J'entends par là qu'il s'agissait de mêler des observations, de discussions, de transcription en verbatim de ces discussions, une analyse également des séances filmées. Une bonne part de ces séances ont été filmées. Et puis il y avait aussi des questionnaires aux élèves, des questionnaires aux enseignants. J'en montrerai un petit extrait, puis les entretiens avec les enseignants et les élèves à propos de cette pratique. Il a été possible donc d'évaluer 4 questions de recherche que je vous présente maintenant brièvement, en m'appuyant sur les marqueurs que je viens de montrer et qui permettent d'identifier les différentes expériences que la discussion à visée philosophique convoque et qui contribueraient à une éducation à la fraternité. Alors la question est celle-ci, en quoi la discussion à visée philosophique contribuerait-elle à une éducation à la fraternité? Alors d'abord, elle y contribue par la forme éthique de son dispositif, une forme qui créerait les conditions d'une rencontre et de ce que j'ai appelé d'une relation fraternelle entre les participants. Pourquoi? Parce que la structure et le cadre d'une discussion à visée philosophique, j'entends par là le cercle qui rassemble les discutants, les règles de prise de parole, comme les interdits fondateurs d'une discussion à visée philosophique, les rituels, sas d'entrée, de sortie et bien d'autres encore, la temporalité particulière de cette oasis qu'évoquait Edwige tout à l'heure et que les rituels serviront à sacraliser, ce cadre et cette structure placent les acteurs dans des situations qui convoquent manifestement et développent des capacités d'écoute, de respect, de tact et dans un face-à-face des visages relativement inédits dans l'espace et dans le temps scolaire. On en voit ici un petit peu la scénographie sans élèves ici. Je passe et je montre au passage un petit peu quels ont été effectivement les marqueurs qui ont été élaborés et observés à partir de cette question. Je passe peut-être sur ceux qui relèvent de l'animatrice pour aller peut-être aborder le deuxième point. C'est qu'il n'y a pas que la forme d'une discussion à visée philosophique qui sollicite des qualités ou des dispositions éthiques et civiques. L'émergence de ces dispositions éthiques et civiques de la fraternité, elle tient également, et de manière indissociable, là je les présente séparément, à la dimension philosophique de la discussion. On ne discute pas de n'importe quoi pour générer ces dispositions éthiques et civiques, si je puis le dire de manière un petit peu réductrice comme ça. Donc la dimension philosophique de la discussion, elle favorise l'émergence de qualités éthiques fraternelles chez les élèves parce que la philosophie possède la particularité d'aborder un domaine de questionnement, l'amour, la liberté, la mort, qui autorise la juxtaposition de plusieurs réponses également crédibles. Il n'y a pas une seule réponse à la question « le bonheur dépend-il de nous ?» Je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Et la spécificité d'un tel type de questionnement, ça produit des effets spécifiques également, et remarquables. Délivrer d'abord du poids de la mauvaise réponse ou de la réponse unique, et d'autant plus que cette pratique est libérée de toute évaluation, du moins pour le moment, considérés comme des interlocuteurs valables pour prendre en charge ces questions, on voit des enfants qui s'autorisent peu à peu à penser en première personne, et ce qui renforce effectivement leur estime de soi. Par ailleurs, lorsqu'ils sont invités à réfléchir aux grandes questions universelles de l'existence, les élèves font ensemble l'épreuve d'une commune vulnérabilité face à la grandeur de ces questions, qui ne trouvent pas de réponse unique et définitive. Et le pluralisme des réponses, l'implication existentielle des questions
qu'ils se posent, parce que ces questions, ils se les posent vraiment, conduisent les élèves, au-delà de l'estime de soi et de la vulnérabilité, à solliciter des capacités ou des qualités d'empathie cognitive pour comprendre la pensée de l'autre, y compris être en désaccord avec l'autre. Mais pour être en désaccord avec l'autre, il faut d'abord avoir compris ce qui s'est dit. Des qualités d'empathie cognitive, donc des capacités de tolérance, parce que ça n'est pas le lieu du conformisme, hein, une discussion entre adolescents sur des sujets existentiellement impliquants, hein, pas du tout. Des capacités aussi de solidarité lorsqu'ils se rendent compte, dans l'expérience même de la vulnérabilité d'ailleurs, qu'ils ne vont pas pouvoir prendre en charge individuellement la difficulté de ces questions et qu'ils vont donc être amenés à coopérer. Voilà pourquoi Matthew Lipman parlait de communauté de recherche philosophique. Et le surgissement de ces qualités, il est notamment visible dans les verbatims. On le voit ici peut-être avec un verbatim d'une séance durant laquelle la commune vulnérabilité d'Amira et d'Ourida, face à la question de l'amour de soi, vaste programme, les conduit, sous l'impulsion de l'animatrice, à une action solidaire. C'est quoi l'estime de soi? Ourida demande Johanna, l'animatrice, tu as dit ce mot plusieurs fois. Ourida répond, l'estime de soi, c'est quand tu t'estimes, tu es bien dans ta peau, quand tu t'estimes heureux. L'estime de soi, c'est quand tu penses quelque chose de toi, de bien ou de mal. Johanna reformule, et Ourida répond, oui, plus, je ne sais pas comment expliquer. Alors, qui peut l'aider? Amira, qui levait la main déjà. Alors moi, je ne peux pas l'aider parce que je suis dans le même blocage, mais c'est pour dire, pour moi, ce n'est pas forcément le regard des autres qui nous donne envie de s'aider. Et l'objectif de mon travail était là, ici, de proposer des marqueurs qui permettent de repérer la vulnérabilité ou l'une des expressions possibles de la vulnérabilité, hein, mais c'est une démarche interprétative, incompréhensible, inductive, on l'a dit, tout cela est discutable. De repérer les actions d'autorité éducative, c'est comme ça que je les ai marquées lorsque l'animatrice effectivement stimule un certain nombre de ses capacités, de repérer la solidarité, de repérer l'empathie cognitive ou le dialogisme, et d'essayer effectivement, au fur et à mesure de l'analyse des discussions, de voir apparaître à plusieurs reprises et de manière assez récurrente ces expériences de la fraternité et ces marqueurs ou ces dispositions éthiques et civiques dont les marqueurs tentent de repérer l'émergence. Les enquêtes qu'on a pu mener, je vais en montrer une peut-être là, auprès des collégiens du programme Philo-Jeunes, dont on voit ici un petit extrait, hein, montrent comment les élèves, c'est du déclaratif bien sûr, les entretiens avec les enseignants, avec les élèves ont pu venir soutenir, disons, ces résultats. On voit comment les élèves prennent conscience de l'émergence de ces qualités éthiques et civiques grâce à la pratique de la discussion à visée philosophique. En insistant notamment sur le fait que la première, assez massivement, qu'ils relèvent quand on leur demande alors quels sont les types de qualités que ça développerait, c'est l'écoute. Mais aussi la tolérance, et on leur a demandé autrement, parce que le mot tolérance n'est pas forcément clair pour tout le monde, mais la capacité à accepter des idées différentes des tiennes, 78% ici pour les quelques centaines qui ont été interrogées. Des capacités, bien sûr, d'empathie aussi, et éventuellement de meilleure connaissance d'autrui. Et puis, dernière question qui était relative cette fois à des appartenances ou des dispositions éthiques plus collectives. La discussion à visée démocratique et philosophique, eh bien, elle permettrait peut-être de cultiver la dimension collective et communautaire de la fraternité, parce que l'universalité du questionnement philosophique permet aux élèves, de manière assez manifeste, de prendre conscience de leur appartenance à la communauté des humains et des philosophes qui se posent comme eux les mêmes questions depuis des millénaires. Ils sont très sensibles à cette idée-là. Quand on leur demande, as-tu le sentiment que tu te poses des questions que les humains se posent depuis toujours et qu'ils se posent en ce moment même d'ailleurs à tous les endroits de la planète, ils répondent assez massivement oui. Et on peut faire l'hypothèse que par cette pratique, ils se découvrent un peu, si je reprends la métaphore de familiale, fils et filles des mêmes questions, dans une expérience à la fois verticale dans le temps, on se pose les mêmes questions qu'autrefois, et horizontale de la fraternité, et tout le monde se les pose en même temps. Et ce sera peut-être les quelques mots qui m'amèneraient vers la conclusion. La discussion à visée philosophique, elle contribuerait aussi peut-être à cultiver le sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens d'une république démocratique, en permettant aux élèves d'éprouver la valeur de ces principes fondateurs. Je dirais, si on veut être un petit peu irrévérencieux, mais en philosophie on s'autorise à ça, on l'a dit, pas plus que l'idée de chien ne mord, ça ne mord pas l'idée de chien. L'appel incantatoire à l'esprit critique et laïque,
ne suffira à former la rationalité délibérante des futurs citoyens. Ça ne risque pas de suffire. Et de même, l'injonction au vivre ensemble, ça ne suffira certainement pas à décréter un sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens. On pourrait même aller jusqu'à dire que l'obsession actuelle d'un culte des valeurs pourrait peut-être relever de ce que Jean-Fabien Spitz, un philosophe qui vient de très stimulant, que cette obsession du culte des valeurs pourrait relever d'un intégrisme républicain plutôt destiné à empêcher toute discussion sur la valeur des valeurs que d'en maintenir l'indispensable et vivante problématisation. Comment ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain? Alors, au-delà des résultats de mon travail, je me demande si la pratique régulière de la discussion à visée philosophique ne cultiverait pas en effet en acte les principes qui constituent le socle de l'idéal républicain et qui fonderaient une fraternité citoyenne, pas identitaire, pas des ancêtres et de la terre, des principes de la vie démocratique. Chose difficile. Alors pourquoi elle les cultiverait en acte, ces principes? Eh bien parce qu'elle permet aux élèves de faire en acte l'expérience de la liberté, de parler ou de se taire avec une liberté d'expression assez conséquente. On a l'occasion dans les temps de formation de s'interroger avec les enseignants des limites de cette liberté d'expression. Parce qu'elle leur permet de faire l'expérience en acte de l'égalité. Tout enfant y est considéré comme un interlocuteur valable et digne de respect en tant que personne. En revanche, on peut maltraiter les idées, aucun problème avec cette chose, même si on s'attachera au lien entre l'attachement affectif d'une personne et puis ses idées. On peut leur faire l'expérience en acte sans déployer le drapeau ni chanter la Marseillaise de la laïcité peut-être, car chacun peut y penser ce qu'il veut, sous l'autorité de la raison et du meilleur argument, pour le dire très très vite. Et puis on peut leur faire expérimenter ou vivre en acte la fraternité, puisque la discussion à visée philosophique, c'était l'objet plus spécifique de ma recherche, constitue une expérience de la fraternité dans ses différentes dimensions. Nul catéchisme républicain ici, mais peut-être seulement l'expérience connative des principes fondateurs d'une république démocratique. Principes d'ailleurs dont les élèves peuvent librement faire la critique, car grâce à la dimension intellectuelle et problématique de la discussion à visée philosophique, que cultive par ailleurs cette pratique, et puis qui leur permet donc vraiment d'interroger la valeur des valeurs. En ce sens, la discussion à visée philosophique, elle subvertit par avance, pour peu qu'on se tienne à cette exigence, toute tentative d'instrumentalisation, et elle se présente même, selon Michel Tutsi, comme le paradigme d'un enseignement moral et civique qui serait authentiquement émancipateur, ou en tout cas qui poserait cette condition-là. Et puis si j'ajoutais un petit point plus lié à la fraternité, et peut-être qu'elle peut aussi promouvoir un autre paradigme anthropologique que celui dominant actuel, une anthropologie viriliste de la compétition, qui produit des effets éducatifs, sociaux, politiques, environnementaux même, assez désastreux, et qui pourrait peut-être nous inviter, avant que le mur n'arrive, à envisager dans l'école une éducation à la fraternité par la pratique de la philosophie avec les enfants, qui ne soit pas, comme on me le dit parfois, une bisounourserie, c'est-à-dire effectivement une pratique qui serait candide, mais au contraire une pratique qui serait tout à fait réaliste, mais qui effectivement envisagerait une autre modalité de rapport à soi et de rapport à autrui. Merci. Merci beaucoup, Christian. Maintenant, place à vos questions. Merci beaucoup, Christian. D'abord parce que, en tant que non-français, la notion de fraternité est assez peu pensée pour moi, et ça m'a permis d'ouvrir des pistes de réflexion sur cette notion-là, qui n'est pas très belle. Donc, une autre chose qui fait mon caractère d'étranger dans ce que tu as présenté, me semble-t-il, j'ai une question très naïve, c'est que je fréquente assez peu le monde des sciences de l'éducation. Et je voulais savoir, donc c'est vraiment une question naïve, parce qu'il me semble que c'est au cœur de vos pratiques. Quand tu poses la question aux enfants, qu'est-ce que les ateliers de philosophie ont développé chez toi? Comment fait-on, parce que c'est une question qui me traverse en permanence quand j'anime des ateliers avec des enfants,
c'est le fait que les enfants sont très malins pour détecter la réponse attendue de l'adulte qui l'a promis. Comment fait-on pour s'assurer que cette réponse-là, elle est vécue, si tu veux, elle est chargée d'un vécu, et ce n'est pas une simple réponse, la bonne réponse que l'enfant attend. C'est un peu ce qu'on cherche à éviter en philosophie. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez du coup. Si, c'est bien. Bon, je vais inviter à Olivier de faire un marathon. Mais non, ça fait bien. Okay. Depuis ma soutenance de thèse, vous j'appelais hypothèses ce qui ne sont peut-être que des questions de recherche et qui posent la question épistémologique, mais il paraît que la thèse, c'est notre première recherche. Et qui fait qu'effectivement, la dimension démonstrative de mon travail est à reconsidérer. Je ne démontre pas que cela éduque à la fraternité, et j'ajoute des conditionnels maintenant. En revanche, je suis assez bon ou enclin plutôt à dire que les marqueurs que j'ai essayé d'élaborer tentent d'attraper quelque chose dont je pense que je ne suis pas en proie à une illusion d'optique lorsque je le vois. Maintenant, pour répondre à ta question, d'abord, on a, et c'était ça l'objet de la triangulation, avec l'entretien des enseignants, qui a généré souvent beaucoup de surprises, qui m'a même conduit à ajouter des marqueurs. Par exemple, celui de la socialisation. Moi, je n'étais pas du tout allé demander si ça avait un impact sur le climat de la classe, et pourtant, je suis sensible à la question du climat scolaire, mais ce n'est pas mon but. C'est eux qui sont venus me le dire de manière très notoire. Donc, c'est quelque chose là qui me permet d'abord d'aller valider un certain nombre de choses. C'est vrai que pour les petits tableaux que je vous ai montrés sur les qualités, on leur a posé la question de manière un petit peu différente. D'abord, la fraternité, la tolérance, on n'était pas bien sûr qu'ils soient en capacité de décoder ce que ça veut dire. Et puis, effectivement, comme les mots sont chargés déjà, ils pouvaient avoir envie de répondre oui pour faire plaisir. Donc, il y avait derrière les capacités à se mettre à la place des autres. Donc, je dirais que c'est le croisement peut-être des données qui permet de rendre un petit peu plus solide la possibilité de considérer que cette pratique pourrait cultiver cela. Mais c'est lié à tout un tas de conditions. J'en ai évoqué une, notamment peut-être le fait aussi qu'elle soit considérée parfois comme un peu comme un hors temps scolaire, notamment du point de vue de la question de l'évaluation, qui est un peu mise de côté, du moins pour le moment. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Question. J'avais une petite question sur la ritualisation, le cercle de parole. Est-ce que ce type de dispositif, justement, on parlait de couper du monde un petit peu extérieur la discussion, est-ce que ça ne risque pas de ne pas permettre pleinement cet usage de la fraternité dans le monde extérieur? Est-ce que ce risque a été discuté? Est-ce que il y a eu une analyse de ça? A priori, et je faisais allusion aux entretiens des enseignants, ils évoquaient plutôt la dimension contagieuse de la pratique et sur l'ambiance de classe et sur les relations que les enfants pourraient nourrir les uns avec les autres. Mais on ne s'emballe pas. J'ai eu des enseignants aussi qui me disaient un peu leur désespérance de voir que, sortis de l'école, sur le pas de la porte, à l'entrée du quartier ou de la cité, les choses étaient en revanche bien différentes. Et je trouve que c'est assez modélisant. On peut promouvoir l'éducation à la fraternité dans l'école de la République si la République elle-même n'est pas fraternelle. Vous voyez. Donc, tout faire porter sur les épaules de l'école, à un moment, ça va quand même finir, et ça a peut-être déjà un petit peu commencé, par nous agacer. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, je crois que la dimension de mise à l'écart d'Oasis, elle est quand même très précieuse, peut-être dans une période d'immédiateté, de sollicitation permanente, où ralentir n'est pas au programme. On évoquait ça tout à l'heure. Donc, le côté rituel, ça, ce qui permet à un moment de les ramener un petit peu eux-mêmes, éventuellement une pratique de l'attention, des exercices qui permettent de ralentir le rythme et de leur permettre de se concentrer sur la pensée et sur le plaisir de discuter et réfléchir en commun aussi, d'être dans des interactions collectives. Là, il y a une petite dimension de contrainte éducative dont je fais l'hypothèse qu'elle est plutôt apaisante et, j'allais dire, efficace. Maintenant, jusqu'où ça porte, là, je n'avancerai pas trop. Je ne sais pas si ça répond à ta question. On a le temps pour une dernière question, si quelqu'un le souhaite.
pendant que tu t'installes. Si je ne puis faire. Eh oui, Merci. Alors, je ne crois pas que j'aboutirai à une question, mais je suis très sensible à la question que Madame vient de poser. je suis là pour la Et en même temps que je pense que ces oasis, comme tu les nommes, sont nécessaires parce que ce sont des lieux d'apprentissage en pratique, d'incarnation en pratique des valeurs qu'on essaie de travailler. La question de son transfert ou de sa percolation dans le monde réel extrascolaire, c'est ce qui motive aussi notre action. Et tu as raison de pointer le fait que la République est peut-être très peu éternelle. Donc ça pose la question de notre... moi j'ai le sentiment, quand on prend au sérieux ce qu'on cherche à faire au sein de cette oasis qu'est l'atelier de philosophie, immédiatement on est engagé dans un processus politiquement très ambitieux. Alors on le fait à la mesure de ce qu'on est capable de faire. Mais enfin, c'est presque une question tragique, quoi, la manière dont on doit s'en saisir, parce qu'on ne peut pas se contenter d'observer qu'à l'entrée de la cité, dès la sortie de l'école, ça n'a servi à rien. Et en même temps, on ne peut pas demander à l'école de régler, transformer, de régler les problèmes, mais c'est un rouage important. Et donc, de ce fait même, on est porteur d'une sorte de responsabilité de transmission de ce problème-là à l'extérieur de l'école, comme si on était aussi chargé de poursuivre l'effort philosophique, je dirais, en dehors de l'école. Donc pour être encore plus ambitieux que Edwige qui veut faire une école philosophique, on est presque porté par l'obligation de faire un monde philosophique. Ouais. Délire, hein, mais... Comme Kant. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Denis, il est dans une association qui s'appelle Philocité. Voilà. Du coup, ça poursuit, je poursuis votre réflexion sur votre question. Je pense qu'une des pistes de recherche, c'est précisément la question du climat scolaire. Je pense à Benjamin Moignard, qui est un chercheur en éducation, qui dit avec d'autres, hein, là il y a un rapport détestable, l'école de la défiance, hein, qui vient de sortir sur le mal-être des enseignants, etc. C'est arrêter de faire des programmes de 2 ans en one-shot. Un coup, la prévention des violences et du harcèlement, un coup, l'égalité filles-garçons, un coup ceci, un coup cela. Non, c'est avoir une approche holistique, globale, qui envisage une autre école, de préférence philosophique pour ce qui nous concerne. Et ça suppose effectivement d'avoir une longue vue plutôt qu'une courte vue. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, la question du climat scolaire, envisager l'approche holistique du climat scolaire, plutôt que faire des one-shots programmatique, je pense que c'est ce qui permettrait d'arrêter de dire que c'est de l'oasis, quoi, tu vois, et simplement une pratique parmi d'autres qui se situe dans cette approche holistique du climat scolaire et donc une autre école, quoi. Pas seulement de la confiance une année, puis enfin, vous voyez. Toute dernière réaction, Nicolas, et puis après, on enchaîne. Moi, ça serait plus une remarque, c'est que est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'inquiéter du fait que dès qu'on sort de l'école, on a l'impression que cette oasis est finie, parce que du coup, c'est le temps personnel de l'enfant. Mais ce qui est important, c'est que dans le temps qu'il a pour lui, les concepts du coup, qui sont vus lors de ces oasis de paix et de réflexion, il puisse continuer du coup lui tout seul. Donc, au final, si jamais la continuité un petit peu sur la pratique de la philosophie, ça permet aussi de travailler ça et que l'enfant, sur son temps pour soi, puisse être à l'aise. Donc, je ne vois pas si, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de se formaliser sur le fait qu'en dehors de l'école, même si c'est bien qu'il y ait des projets comme Philocité, il n'y a aucun problème, mais je veux dire, au final, si jamais sur le long terme ça continue, le temps pour soi, pour les élèves, leur permet quand même d'être à l'aise avec ces concepts-là qui sont travaillés à l'école. C'est déjà ambitieux, quoi. C'était une manière d'invoquer, là, au détour de réaction d'enseignante, une limite de la recherche, hein, où les enseignants qui répondaient à ces entretiens, qui découvraient la pratique, éventuellement qui se satisfaisaient ou se contentaient d'un certain nombre de ces effets, on a verbalisé par moments la limite, et notamment du point de vue de la violence des relations, quoi. Donc je le cite comme ça mériterait une discussion plus approfondie, mais voilà, à un moment, quand je leur demandais
quels effets ça peut avoir en dehors de l'atelier philo et de l'Oasis, il et elle me faisaient cette réponse qui permettait de rappeler qu'effectivement notre capacité d'action, au-delà de la vie privée et de ce qui se joue en dehors de la raison, est limitée. Merci à vous. Merci pour vos questions.